les météorites n'ont sûrement pas apporté la vie telle quelle. En tout cas, c'est ce qu'on pense à l'heure actuelle, et que ce soit un sujet qui soit encore très controversé. Peu après sa formation, la surface de la Terre était fondue, c'est ce qu'on appelle l'océan magmatique. Donc il n'était pas possible qu'il reste des molécules organiques qui permettent de développer la trace de vie sur Terre. Remonte à quelques centaines de millions d'années après la formation du système solaire. C'est le moment où il y a eu enfin une croûte solidifiée et des océans qui ont permis. Maintenant, pourquoi on pense que probablement les météorites ont simplement apporté le vie du vivant et non réellement du vivant? C'est qu'il y a vraiment une différence très significative entre les molécules organiques et puis surtout on trouve des molécules organiques. Par exemple, les groupes vivants qu'on appelle les acides aminés, il y en a beaucoup plus dans les météorites que nous en trouvons impliqués dans la vie sur Terre. Et puis, il y a aussi des propriétés physiques des molécules qui correspondent à leur forme dans l'espace, leur géométrie dans l'espace, qui sont tout à fait spécifiques dans le cas de la vie et qui ne sont pas reproduites telles quelles dans les météorites. Donc, ce n'est pas identique. Pour le moment où on en est là, c'est encore l'objet d'une recherche extrêmement active. On continue à chercher dans les météorites des traces de vie et des molécules qui peuvent avoir servi à fabriquer ces vies. Et puis, on cherche aussi sur d'autres pistes. En particulier, on se pose la question de savoir si la vie a pu naître sur Mars en même temps. Les météorites sont aujourd'hui notre meilleur atout pour tenter de découvrir les origines de la vie. Et on n'est pas prêt d'aller l'avoir vidée. De toute façon, on ne peut pas la vider parce que c'est un bloc qu'on mettre quelque part. Alors c'est de l'eau salée, mais on peut la dessaler. Et dans les comètes, il y a beaucoup d'eau, mais c'est encore plus salé et plus plein de substances toxiques que dans la mer. Par exemple, du cyanure mais ça peut être des météorites très rares. Et c'est tout très très utile pour l'industrie et plein d'applications. Et les métaux de la famille du platine, qui servent pour les taux catalytiques et la conduite de tout ça. Et c'est une terre, vous appelez, est très utile. Et il se peut très bien que d'ici 50 à 100 ans, il n'y ait plus de gisement et que malgré le recyclage, on ait fini toutes les réserves de platine du monde. Alors, parmi ces comètes, célèbres, c'est bien en plus, par exemple, la fameuse comète de Halley. Cette comète qui a un impact qui traverse la mer, défait l'armée de la France. Donc là-dedans, la comète de 1910 était responsable des inondations de Paris. Et peu de temps après, la comète de Halley, tout simplement parce qu'on croyait que la comète avait du cyanure, c'était vrai d'ailleurs, il y a du cyanure dans l'exposition de cette religion, eh bien on pensait que cette comète avait signé la fin du monde pour tout passerait dans l'atmosphère de la Terre. Il y a eu des orgies, il y a eu des suicides, il y a eu des choses absolument extraordinaires, un vent de panique sur la Terre pendant la côte. Heureusement, la plupart des astéroïdes qui croisent la Terre n'atteignent jamais le sol.
coïncidence que de voir René voguer dans le cosmos depuis notre planète Terre à l'extrême sud d'un continent, si près du cap de Bonne-Espérance que tant de navigateurs ont atteint. Ce repérage dans le temps, c'est la première décision de l'astrologie. Le temps de montratoire par rapport au temps du mouvement des planètes, notamment de la Lune. Les cycles du Soleil, de la Lune, des constellations sont de vraies horloges. L'astronomie a donc d'abord servi à nous repérer dans le temps. Grands voyageurs, nos ancêtres ont aussi appris à se repérer dans l'espace grâce aux étoiles. Mais comment utiliser les étoiles pour s'y retrouver quand on voyage? On peut faire ça notamment en utilisant les endroits de la Terre, sachant que l'étoile polaire se trouve dans la direction de l'axe de la Terre. Si je le mets au pôle Nord, l'étoile polaire est juste au-dessus de sa tête. Puis au-dessus, on part d'un groupe. Et puis quand on descend, si je vais à l'équateur, l'étoile polaire se trouve à l'horizon. Et sous le latitude, l'étoile polaire est en fait, la hauteur de l'étoile polaire par rapport à l'horizon va donner la latitude. C'est là où c'est et qui permet au Moyen-Âge, qui avait un énorme empire, qui devait se balader dans tout ce monde-là, et qui ont beaucoup utilisé ces étoiles. Une autre utilisation qui a beaucoup utilisé les étoiles, c'est la Polynésie. Pourquoi? Parce qu'en Polynésie, il y a beaucoup d'eau, peu de terre, et il faut bien arriver à s'y retrouver en faisant du commerce entre toutes ces îles. Et en observant les étoiles et on ne peut plus nous empêcher de faire des rapprochements entre ce qui se passait dans le ciel et ce qui se passait sur la terre. Certains sont toujours d'ailleurs le ciel est notre vie. en Chine, il y a eu quelque chose d'assez similaire, c'est-à-dire qui essayait d'interpréter le ciel, mais les choses se sont, disons, déroulées de manière un peu différente. Au départ, sont souvent considérés comme des éléments
La clé de notre destin. L'astronomie nous livre des images extraordinaires. Ce qui coûte cher là, pour l'observation du solaire, c'est le filtre qui nous permet de filtrer la lumière du soleil, de regarder que du rouge, donc de protéger nos yeux, etc. ¿Cómo parece que está longe? Parece que parece que fica Montrant ce que j'étais dissimulé habilement en régie, je vais descendre devant vous quelques instants. Donc voilà, je m'appelle Arthur et c'est en ma compagnie que vous allez passer la prochaine heure de votre existence sous le dôme du planétarium. Et on est très heureux de vous avoir aussi nombreux par un samedi aussi ensoleillé. C'est pas toujours le cas. Donc voilà, cette séance, elle s'appelle Le ciel des Mayas. Et pendant cette séance, je vais vous passer un film qui a donné le nom à la séance. Mais avant ça, on va faire quelques minutes d'introduction avec une petite découverte du ciel, comme on dit, prendre quelques repères dans les constellations, dans quelques étoiles qui nous aident en astronomie à savoir où est-ce qu'on regarde et qu'est-ce qu'on regarde. Donc voilà, et après le film, eh ben, on aura sûrement encore quelques minutes pour se faire un petit tour de notre environnement cosmique plus ou moins lointain. Alors tout ça évidemment n'est pas calibré à l'année-lumière près, ça dépend de mon taux de bavardage. Mais avant tout cela, il va nous falloir faire l'obscurité et il va nous falloir atterrir. Parce que comme vous l'avez vu, là, on est avec la Station Spatiale Internationale et je vais me taire quelques instants pour vous laisser profiter de l'atterrissage.
Les eaux de la création révèlent leur vérité de bien des façons. Les récits des anciens, relatifs aux mythes et aux sciences, nous livrent leurs grands et sages enseignements. C'est ainsi que j'ai appris à connaître mon peuple, le peuple des Mayas. Ma grand-mère m'a raconté maintes histoires, des histoires qui lui avaient été contées par ses ancêtres, des histoires transmises de génération en génération depuis la nuit des temps. À présent, je vais vous dire ce que je sais, en commençant par le commencement. Au commencement, avant la terre, le soleil et la lune, tout n'était que quiétude dans les eaux sombres. Le silence régnait. Nos dieux, cœur du ciel et serpents à plumes, se reposaient au milieu des eaux, lovés dans leurs plumes d'un bleu-vert chatoyant. Dans ces eaux sombres, les dieux commencèrent à s'agiter et à s'interroger. Comment créer le monde? Par où commencer? Tout d'abord, ils instituèrent les 4 points cardinaux. Nord, Sud, Est et Ouest. Terre, crièrent les dieux, et la terre surgit des profondeurs. Ils demandèrent à la première montagne de surgir, et celle-ci jaillit, mue par sa propre volonté. Ainsi naquit le monde Maya. C'est ici, de cette terre, que commence le récit du ciel des Mayas. La vie de mes ancêtres fut guidée par le mouvement du soleil, de la lune et des étoiles. Nous, les Mayas, vivons près de l'équateur, dans des terres que l'on nomme aujourd'hui Mexique, Belize, Guatemala, Honduras et Salvador. Je vous emmène dans un endroit extraordinaire, au plus profond de la jungle, où fut bâtie la grande ville maya Chichen Itza dans la péninsule du Yucatan. Mes tout premiers ancêtres ont dû traverser bien des épreuves dans ces vastes étendues tropicales. Survivre dans cette contrée touffue et dangereuse n'était pas chose facile. Ils donnèrent néanmoins naissance à une civilisation complexe et puissante. Revenons à l'époque où mes ancêtres construisirent cette grande ville dans la jungle. Une époque où nos astronomes apprenaient le langage des cieux pour que le soleil, la lune et les étoiles servent de guide à mon peuple. D'après nos légendes, ce furent là les premières étoiles créées par nos dieux pour tirer le monde des ténèbres. Regardez, c'est la constellation des Gémeaux. Pour nous, c'est le hibou, le messager divin. Ses yeux sont les yeux de la nuit. Et voici la constellation d'Orion. Pour nous, elle représente une tortue transportant 3 pierres sur son dos. Ces 3 étoiles sont connues sous le nom de pierres de la création. Elles sont semblables aux pierres des foyers placés au centre de nos demeures.
où ma famille préparait les repas. Nous croyons que les dieux ont créé un monde à 3 niveaux. Le ciel, la terre et un monde souterrain appelé Xibalba, où règnent les seigneurs de la mort. Venez avec moi dans ces grottes connues sous le nom de Balancanche, où se pratiquaient des rituels sacrés. Vous voyez cette immense formation rocheuse qui semble soutenir la voûte de la grotte? Ça me rappelle l'histoire de la création du ciel, de la terre et du monde souterrain. Les dieux ont soulevé le ciel et placé un arbre sacré, le Keiba, l'arbre de vie, au centre de ces 3 niveaux. Les branches hautes de l'arbre sont dans le ciel, les branches basses et le tronc sont sur la terre, et les racines se trouvent dans le monde souterrain. Puis, notre monde fut relié par l'arbre de vie. Et les dieux nous créèrent, nous, le peuple maya. Tout d'abord, les dieux prirent de la terre et façonnèrent les êtres à partir de boue. Mais les hommes de boue furent dissous par la pluie. Les dieux essayèrent alors avec le bois. Mais les êtres de bois rigides qu'ils avaient créés ne les contentèrent guère. Les dieux firent donc une nouvelle tentative. Pour ce 3e essai, ils eurent recours à une plante sacrée. Ils façonnèrent mon peuple à partir du maïs, source de vie. Et les dieux furent satisfaits. On raconte une merveilleuse légende sur la naissance du maïs et la création du soleil et de la lune. Il y a fort longtemps, alors que le monde était tout juste créé, ne régnait que la nuit. Il n'y avait pour seule lumière que celle provenant des étoiles. Dans ce monde nouveau évoluaient 2 frères, Unapu et Chibalonke. Ils n'étaient pas de simples garçons ordinaires. Ils étaient jumeaux, et un jour, ils deviendraient le soleil et la lune. Un splendide hara géant volait au-dessus d'eux. Les jumeaux étaient de fameux chasseurs, et en une seule boulette d'argile lancée de leur sarbacane, ils abattirent le fier perroquet qui se vantait d'être le soleil et la lune. Oh, ils fermèrent ses yeux d'argent, brisèrent ses dents turquoises, et depuis, celui-ci décrit des cercles dans le ciel, comme la grande ours. Unapu et Chibalonke devinrent joueurs de pelote en grandissant. Le jeu se pratiquait avec une balle en caoutchouc que les joueurs devaient renvoyer avec leurs hanches à travers un anneau de pierre. Cela nécessitait adresse et endurance, 2 qualités dont leur vie dépendrait par la suite. Les jumeaux n'étaient pas uniquement des champions du jeu de balle. Ils possédaient aussi les pouvoirs magiques de leur père défunt, Ununapu, dont les ossements moisissaient dans le monde souterrain, l'affreuse et sinistre terre de Xibalba. Les garçons pouvaient jouer à ce jeu tumultueux toute la journée. Ils provoquèrent la colère des seigneurs de la mort qui vivaient sous terre. « Descendez à Xibalba et jouez avec nous !» hurlèrent les seigneurs de la mort. Les garçons savaient qu'en acceptant de jouer avec les terribles seigneurs, ils risquaient leur vie, mais ils n'avaient pas peur. Ils se rendraient dans le monde souterrain, tout en projetant secrètement de délivrer l'âme de leur défunt père. Comme ils se dirigeaient vers la terre de la mort, ils chantaient la chanson que voici. Les jumeaux s'enfoncèrent dans la montagne, pénétrèrent dans la terre sombre et arrivèrent au grand terrain de jeu de balle de Xibalba. Les seigneurs de la mort avaient hâte de jouer.
Il savait qu'il vaincrait ces pauvres garçons. Les dieux étaient de féroces joueurs, mais les jumeaux leur rendaient leur coup. À la fin, à force d'adresse et de ruse, Hunahpu et Chibalanque vainquirent les seigneurs de la mort. Puis ils découvrirent leur père à côté du terrain de jeu. Ils posèrent sa tête sur le terrain et en prirent soin. Leur père réapparut et se réincarna en dieu du maïs. Nous, les Mayas, croyons que le maïs est la substance sacrée de la vie. Pour nous, le maïs est aussi précieux que Vénus, la planète qui guide nos vies. Tous deux font partie du rythme de la vie, de la mort et de la résurrection. Obéissant à leur destinée, les jumeaux héros montèrent au ciel et devinrent le soleil et la lune. Ainsi s'acheva la création de la terre et du ciel. On raconte que lorsque le soleil se leva pour la première fois, mes ancêtres sortirent des ténèbres et chantèrent les louanges de la lumière miraculeuse. Au coucher du soleil, ils comptèrent le premier jour. Ils regardèrent la première lune bondissant comme un lapin dans le ciel nocturne. Ils suivirent sa course et datèrent la première nuit. Puis le soleil se leva à nouveau et ils suivirent son voyage à travers le ciel, et mon peuple vit en lui une fleur radieuse, donnant vie à toutes ces fleurs sur terre. C'est ainsi que mes ancêtres s'en remirent au soleil et à la lune pour mesurer le temps. Pour survivre sur cette terre, mes ancêtres devaient savoir à quel moment semer et récolter. Ces périodes étaient rythmées par ce que nous nommons aujourd'hui les saisons. Ils savaient quand les saisons arrivaient, mais en ignoraient l'origine. La réponse tient à l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre sur sa trajectoire autour du Soleil. Imaginez que vous puissiez voir la Terre et le Soleil d'aussi près. Vous verriez que lorsque l'hémisphère nord de la Terre se présente ainsi au Soleil, sa surface reçoit les rayons lumineux avec une plus faible inclinaison que dans l'hémisphère sud. C'est alors l'été dans la partie nord du globe et bien sûr l'hiver dans l'hémisphère sud. Six mois plus tard, la Terre s'est déplacée à l'opposé sur son orbite, mais son axe de rotation reste toujours incliné de la même manière, dans la même direction par rapport aux étoiles. À présent, c'est l'hémisphère sud qui reçoit sur sa surface les rayons du soleil plus faiblement inclinés. C'est donc l'été, tandis que c'est l'hiver pour l'hémisphère nord. Parce que nous vivons près de l'équateur, nous ne ressentons pas autant les effets de l'inclinaison de la Terre et subissons peu les variations de température estivale et hivernale. Les rayons du soleil nous réchauffent sans cesse. Néanmoins, l'atmosphère terrestre relie toutes les parties du globe et les variations de température plus au nord et plus au sud nous affectent aussi en provoquant de longues périodes de sécheresse en hiver et de fortes pluies en été. Comment mes ancêtres étudièrent-ils les cieux? Ils commencèrent par observer l'horizon. Ils relevèrent tout d'abord le point sur l'horizon où le soleil se lève. Ils utilisèrent piquet et ombre pour calculer et suivre le mouvement du soleil. Jour après jour,
Ils poursuivirent leur relevé de la trajectoire du Soleil et constatèrent que celui-ci se déplaçait plus au nord, amenant les fortes pluies d'été. Ils suivirent la trajectoire du Soleil qui se déplaçait vers le sud, apportant l'hiver et une terre desséchée. Ainsi débuta notre long périple à travers les grandes découvertes. Ici, nous construisîmes nos premiers observatoires pour étudier les cieux. Nos observateurs notèrent les équinoxes, les deux périodes de l'année où le jour et la nuit ont une durée sensiblement identique. Il y a en effet un équinoxe de printemps et un équinoxe d'automne. Nos astronomes découvrirent le jour le plus long de l'année, le solstice d'été, ainsi que le jour le plus court, le solstice d'hiver. Ils consignèrent les jours où le Soleil atteignait son point culminant dans le ciel, au zénith. Cela se produit 2 fois dans l'année. Pendant le voyage annuel du Soleil, son premier passage au zénith marque le début de la saison des pluies, le second étant le signe du temps des récoltes. Pendant ces 2 jours du zénith, le Soleil passe juste au-dessus de notre tête à midi et aucune ombre se projette. C'est un phénomène que l'on peut voir uniquement sous les tropiques. Comme d'autres peuples anciens, mes ancêtres créèrent un calendrier pour suivre le cycle solaire annuel. Nos gardiens du jour, les Akinmai, commencèrent à compter les jours. Akinmai signifie compteur du soleil. Ils commencèrent à compter à partir du 2e passage du soleil au zénith, au temps des récoltes. Mes ancêtres utilisaient un système en base 20. Jours formaient un mois. 18 mois faisaient 360 jours. 5 jours furent ajoutés pour les rites et célébrations et l'on obtint un calendrier annuel de 365 jours. Ce calendrier n'était que le commencement. Nos mathématiciens furent parmi les premiers à créer et utiliser le zéro. Cela leur permit de compter les jours par millions. Ces connaissances en mathématiques et en astronomie allaient aboutir à la création d'un calendrier d'une précision et d'une complexité incroyables. Le passage du soleil au zénith marque le centre de notre grande ville de Chichen Itza, sur la péninsule du Yucatan, au Mexique. Partout où notre peuple s'établissait, les connaissances de mes ancêtres sur le soleil et le calendrier nous aidaient à survivre et à prospérer. Le temple des guerriers est tourné vers le soleil couchant. Le jour de son passage au zénith, nous y tenions des cérémonies pour honorer la création de notre monde. On dit que le temps avance sur les pas du soleil, et mon peuple suivait la route du soleil. Poursuivons notre voyage à travers la ville de Chichen Itza, là où nos principaux temples sont alignés sur le passage du soleil au zénith et sur les équinoxes. Ce temple s'appelle Kukulkan, ou le temple du serpent à plumes. Chaque façade de la grande pyramide comporte 91 marches. En ajoutant la marche de la plateforme supérieure, on obtient 365 marches au total, soit autant qu'il y a de jours dans l'année. Le jeu de la lumière solaire sur cette superbe pyramide glorifie le voyage du soleil. Il sert de calendrier solaire à notre peuple.
L'équinoxe de printemps indique le début des semences dans l'attente des pluies d'été. Ce jour-là, quand le soleil se couche directement à l'ouest, la lumière descend en serpentant le long du grand escalier. La légende prétend alors que le dieu serpent à plumes voyage vers le puits profond de Chichen Itza pour faire don de l'eau à notre peuple. Tout comme le dieu serpent à plumes, nos souverains se préoccupaient du bien-être de notre peuple. Quand le soleil atteignait le milieu du ciel, les souverains mayas, qui représentaient le lien existant entre le ciel et la terre, célébraient le début de notre calendrier. Ils faisaient des offrandes aux dieux et les dieux envoyaient des pluies bénéfiques. Durant plus de 2000 ans, nos astronomes observèrent le Soleil, la Lune et les planètes et enregistrèrent leurs mouvements cycliques avec une précision stupéfiante. L'une des avancées les plus remarquables de nos observateurs fut leur capacité à prévoir une éclipse totale de Soleil, visible depuis le même point, en moyenne une fois seulement tous les 370 ans. Pour voir une telle éclipse, il faut être au bon endroit au bon moment. Imaginez à présent que vous pénétrez dans l'espace pour regarder de plus près ce qui se produit au cours de ce phénomène rare. Quand la nouvelle lune passe entre la Terre et le Soleil, elle bloque la lumière solaire. Voyez l'ombre qu'elle forme sur la Terre, alors que la Terre, la Lune et le Soleil sont alignés. En prédisant une éclipse, nos astronomes avaient prouvé leur connaissance du lien qui nous unit au grand ordre des cieux. Et voici Vénus, la lumière brillante qui erre à travers le ciel. Pour mon peuple, Vénus était très spéciale. Elle était notre oracle, celle qui annonçait la venue de pluies bénies et de récoltes abondantes, ou l'époque de la sécheresse et de la pénurie. Pour comprendre ces messages capitaux émis par Vénus, nos astronomes enregistraient le mystérieux mouvement de la planète à travers le ciel. Observant Vénus nuit après nuit, à la même heure et au même endroit, ils purent noter que sa position changeait. Et avec le temps, elle paraissait danser dans le ciel. Nos astronomes découvrirent que Vénus séjourne dans le ciel nocturne de l'Ouest pendant environ 9 mois. Ce séjour correspond au temps dont nous avons besoin pour semer, cultiver et récolter notre maïs. Juste au moment où elle atteint son point le plus brillant, elle plonge dans le soleil couchant et disparaît pendant environ une semaine. Vénus réapparaît ensuite à l'est pour 9 nouveaux mois. Au cours de ces 9 mois, elle s'élève dans le ciel, retombe vers l'horizon et disparaît à nouveau. Cette fois, on ne la voit pas pendant plus de 2 mois. Nous disons que c'est le moment où Vénus voyage dans le monde souterrain, terre de Xibalba. Tout comme nos astronomes de l'époque,
vous pouvez vous aussi observer et suivre le mouvement de Vénus dans le ciel. Avec le temps, vous comprendrez pourquoi on parle d'une guêpe dansant devant les saints. Des siècles durant, nos astronomes consignèrent précisément les mouvements de Vénus dans leurs almanachs. Et ils construisirent cet observatoire, El Caracol. De là, nos observateurs étudiaient les mouvements incessants de Vénus. El Caracol est soigneusement aligné sur les mouvements de Vénus. Le grand escalier de la façade est orienté à 27,5 degrés nord-ouest, ce qui concorde presque parfaitement avec la position la plus au nord de Vénus dans le ciel. Par ailleurs, une ligne formée par les angles nord-est et sud-ouest de l'édifice est alignée sur le lever du solstice d'été et le coucher du solstice d'hiver. Aujourd'hui, nous comprenons ce qui se produit réellement lorsque Vénus semble disparaître. En regardant depuis cette perspective, on comprend aisément que lorsque Vénus, la Terre et le Soleil sont alignés, Vénus devient invisible parce qu'elle est cachée de notre vue par la lumière éblouissante du Soleil. Nos astronomes savaient que Vénus se retrouvait dans la même configuration tous les 8 ans. Comme si, quel que soit l'endroit où Vénus se rendait, elle revenait chez elle. Nous quittons à présent la sublime ville de Chichén Itzá pour revenir au temps présent. Nous avons vu les incroyables découvertes faites par nos ancêtres astronomes et mathématiciens. Sans l'aide des instruments modernes dont nous disposons aujourd'hui, ils ont calculé les trajectoires du Soleil, de la Lune et des planètes avec une précision étonnante. Ils ont prévu les éclipses et aligné à la perfection les temples sur les corps célestes. Découvrir les lois de la nature constituait le socle de la science maya. En ordonnant le temps et l'espace, nous avons mis de l'ordre dans nos villes, nos cérémonies et notre vie quotidienne. Nos astronomes d'alors faisaient ce que les scientifiques contemporains continuent de faire: observer, relever, prévoir, afin de donner un sens à un monde en perpétuel mouvement. Au cours du dernier millénaire, l'astronomie et les mathématiques mayas étaient empreintes de mystère. Ce n'est que récemment que nos secrets ont été dévoilés au monde, et il reste encore tant à révéler. Une de ces découvertes est notre calendrier compte-long qui s'étend sur plus de 5000 ans. Du 11 août 3114 avant Jésus-Christ jusqu'au 21 décembre 2012 après Jésus-Christ. Pour mes ancêtres, la fin d'un cycle calendaire complet était synonyme de festivité. Mon peuple pense que tout est lié. La terre et son peuple, le soleil, la lune et les étoiles. Nous sommes enfants des étoiles, reliés pourtant à la terre comme les racines et les branches de notre grand arbre Keiba, l'arbre de vie. Aujourd'hui, nous sommes plus de 7 millions de Mayas, toujours porteurs des traditions de nos ancêtres. Tout comme les étoffes que ma grand-mère tisse, que sa mère et la mère de sa mère ont tissées pendant 2000 ans, notre science
notre art et notre mythologie sont étroitement liés. Le récit des jumeaux héros devenus le Soleil et la Lune et celui des prévisions précises d'éclipses solaires de nos astronomes d'alors illustre la manière dont nous, les Mayas, intégrons toutes nos connaissances pour former une belle tapisserie qui exprime la richesse de notre culture et nous guide dans notre vie quotidienne. Nous nous levons toujours comme nos ancêtres se levèrent le matin du tout premier lever de soleil, dans l'attente d'un jour nouveau qui s'élève dans notre ciel maya. Et voilà, la Terre. Alors on va pas rester très longtemps sur la Terre. On va rapidement s'éloigner pour parler au moins un petit peu du système solaire. Et peut-être même un peu plus loin. Voilà, alors je vais rester quelques instants sur cette vue pour vous faire intéresser à elle et qu'on leur a donné un nom particulier. C'est parce que ce sont elles qui abritent au fur et à mesure des saisons les planètes. Voilà. Alors, j'ai envie de revenir un peu sur... Vous voyez, quand on prend du recul, on se rend compte que toutes les étoiles qu'on croyait être extérieures, eh bien, on les voit comme faisant partie de cet ensemble, aplati certes, mais quand même avec une certaine épaisseur, qu'est notre Voie lactée. Voilà. Ça, c'est le fameux bulbe dont je vous parlais tout à l'heure. Et à l'intérieur de ce bulbe, il y a le fameux trou noir qui a été pris en image il y a 2 semaines, quelque chose comme ça. Alors évidemment, ça c'est pas une photo, hein, puisqu'on n'est jamais sorti de la Voie lactée, c'est beaucoup trop loin. Mais les objets les plus lointains qu'on a envoyés, ils sont à peine plus loin que la sortie du système solaire. En même temps, une galaxie c'est grand. Et donc pour vous donner un ordre d'idée, la taille de notre galaxie, que vous regardez, c'est 100 000 années-lumière. C'est-à-dire que pour passer de là-bas, si vous partez du fond là-bas, vous traversez tout. Si vous voyagez aussi vite qu'un rayon de lumière, c'est-à-dire la vitesse la plus rapide de l'univers, ben vous allez mettre 100 000 ans pour faire ça. Donc c'est très long. Et voilà, c'est sur considération galactique que nous allons nous quitter, parce que je n'ai pas le temps de vous retenir plus. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette séance, que vous avez passé un bon moment, et je vous rends à votre existence. Merci à vous. N'hésitez pas à venir me parler. Merci beaucoup.